Alors, on va ouvrir maintenant une session qui s'intitule « Incarner le service public du cancer ». Quand on parle d'incarner le service public du cancer, on parle de créer des réponses collectives et structurées aux enjeux du cancer. On parle d'être présent de la même manière partout sur le territoire. Ça, c'est le service public. On parle de faire progresser les droits médicaux, les droits sociaux. On a parlé par exemple du développement des droits des aidants. Et puis, à l'intérieur de cela, il y a l'un des objets dans lesquels ce service public s'incarne particulièrement, c'est le registre national des cancers. Et c'est là-dessus qu'on va faire un focus avec une présentation de ce registre qui entre en vigueur là en 2026. Et on va vous en faire une présentation en vidéo. J'ai une formation en épidémiologie et statistique et j'ai travaillé donc longtemps dans un registre des cancers digestifs du Calvados. Et depuis que je suis parlementaire, donc depuis 2017, j'ai considéré que ce mandat était une opportunité pour créer un registre national des cancers des adultes. Pour lutter efficacement contre le cancer, il s'agit d'en connaître précisément la réalité. Or, le système actuel de surveillance des cancers en France s'appuie sur des registres locaux des cancers. Et aussi essentiels soient-ils, ces registres locaux ne couvrent qu'un quart de la population française et par ailleurs souffrent d'une certaine hétérogénéité. Ce qui peut poser des questions en termes de précision de l'analyse des causes environnementales, sociales ou des inégalités territoriales du cancer. Pour y remédier, on a soutenu la création d'un registre national des cancers qui va permettre d'extrapoler et de connaître l'exhaustivité des cancers en France et aussi de réunir toutes les données disponibles sur le cancer dans un même lieu, dans un même entrepôt de données pour mieux prévenir, mieux dépister et mieux soigner le cancer en France. C'est une avancée majeure qui a été proposée par l'Académie nationale de médecine, qui a été portée par les parlementaires et soutenue par le gouvernement. La question de la surveillance épidémiologique devient de plus en plus prégnante compte tenu des multiples expositions, de la nécessité de pouvoir qualifier mieux les origines d'émergence de certains cancers qu'on voit apparaître de façon plus nombreuse ou plus tôt, et la nécessité d'optimiser aussi les dépenses de santé. Et donc il est nécessaire de pouvoir avoir la vérité de la donnée et de l'information sur les cancers de l'adulte dans notre pays. Maintenant, l'enjeu, c'est aussi d'avoir une exploitation de ces données de manière optimisée, puisqu'on va avoir avec le numérique, avec l'IA, des moyens très importants, et donc on va pouvoir traiter toutes ces données au niveau national, toutes ces remontées qui sont majeures, en particulier dans le cancer. On a de nouvelles approches ou autres, donc ça va aller en effet de la prévention jusqu'aux séquelles après le traitement qui vont être prises en compte dans ce nouveau registre national. La création de ce registre national des cancers était une étape indispensable et les législateurs l'ont confié à l'Institut national du cancer, qui est l'acteur pleinement légitime et pertinent pour remporter tous les attendus et les bénéfices. Tout d'abord, il va agir sur toutes les étapes de la lutte contre le cancer. D'abord, en termes d'épidémiologie, en donnant les données nécessaires pour suivre l'incidence, la prévalence, la morbidité et mieux l'analyser à l'échelle territoriale. Deuxième bénéfice, ça va être en termes de prévention, puisqu'on va permettre, grâce à ces données de cancer, de connaître plus précisément les facteurs, les déterminants des cancers et ainsi adapter nos stratégies préventives. Ensuite, il s'agit d'agir pour avoir des stratégies de prise en charge plus efficaces, efficientes, grâce à une logique parcours patient, en ayant ces retours d'expérience sur quelles sont les qualités de prise en charge en fonction du point du territoire, mais aussi de la thérapeutique utilisée pour les adapter au mieux. Quatrième levier, ce registre des cancers doit permettre d'avoir une impulsion sur la recherche, aussi bien française qu'internationale, pour susciter de nouveaux projets de recherche. Ces données-là, si on les a parfaitement pour tous les cancers apparus dans une année dans notre pays, on peut identifier rapidement l'émergence sur 4-5 ans de cancers rares, donc ça c'est important. Et qui dit cancer rare dit pas beaucoup de cancers, donc si on n'a pas la donnée exhaustive, on ne peut pas garantir que c'est une émergence ou pas, donc on a besoin de ça. Mais pour le coup, un registre national, ça marche dans le bon sens.
sens. C'est-à-dire qu'on voit, c'est action-réaction. On identifie et puis derrière, on met un protocole d'étude. Mais l'enjeu, c'est aussi de faire remonter de manière plus rapide, c'est-à-dire d'avoir une exhaustivité la plus large possible de toutes les données qui vont remonter de toute la France, et ce n'est pas un petit enjeu, vous le voyez. Donc un jeu d'exhaustivité et un jeu de rapidité pour ces remontées de données au niveau national. L'ENCA, c'est quand même l'opérateur de l'État là-dessus. Ils ont déjà une certaine efficacité, une connaissance qui vont mettre donc au service de ce nouveau registre national. Tout le monde perçoit très bien tout le positif qu'on va tirer de ce registre national. Souhaitons que cette aventure soit une aventure collégiale parce que bien évidemment on a besoin de toutes les compétences, de toutes les expertises pour pouvoir mettre en place ce registre, mais aussi pour en identifier scientifiquement l'usage qui peut en être fait. En ce qui concerne l'INCa, on ne peut pas imaginer qu'il y ait la mise en place d'un registre national des cancers sans que ce soit l'INCa qui soit le chef de file et à la manœuvre. Enfin, c'est notre institut qui protège, qui veille à la bonne marge de la prise en charge des cancers dans notre pays. Le registre, c'est clairement un investissement pour l'avenir, pour les décennies à venir. Parce que d'abord, on va avoir une qualité de données indéniable, incontestable, et la France va être un des pionniers en la matière avec cet énorme entrepôt de données, avec des données qui sont fiables, homogènes et comparables d'un territoire à l'autre, évidemment territoire ultramarin compris. Deuxième levier, ça va être aussi inscrire la France dans un réseau européen, mais aussi international, puisqu'on va pouvoir mettre toutes ces données au profit de la communauté internationale, notamment via le CIRC, le Centre international de recherche en cancérologie. Enfin, troisièmement, ce registre des cancers doit être un accélérateur d'innovation. On pense aux recherches en IA, intelligence artificielle évidemment, mais aussi en génomique, ou bien en économie de la santé, où il y a beaucoup encore à produire pour faire face aux enjeux de demain. Et donc pour en parler, j'invite Claire Morgan à me rejoindre. Alors Claire Morgan, vous êtes vous directrice de la direction de l'observation des sciences des données et de l'évaluation à l'INCa. L'INCa qui donc met en œuvre ce registre. On vous écoute, vous avez préparé Oui, je vais juste introduire bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler de cet objet. Alors quand on m'a proposé à l'Institut de présenter ce registre, dont on entend parler maintenant depuis longtemps, des mois, puisque finalement c'est un objet très largement attendu, je me suis quand même posé la question de me dire comment on va poser ce sujet dans le service public du cancer. Pourquoi ? Parce qu'une de mes questions était finalement de se dire qu'il ne faudrait pas réduire ce registre finalement et cette expérience humaine qu'est le cancer à un appareil institutionnel ou à un outil qui va remonter de la donnée, quelque chose de froid et de standardisé. Et au contraire, l'objet aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est un objet profondément collaboratif et de solidarité nationale face à la maladie et une réponse collective organisée face à cette expérience humaine. Ça, c'était mon propos introductif. Et juste, je vais vous parler 4-5 minutes avant de pouvoir échanger ensuite avec Paul. Merci Paul. Voilà, vous avez vu que j'ai renoncé moi aussi au pupitre, dans l'absolu, pour plein de raisons. Et je vais vous poser un petit peu le cadre de ce registre. Donc le cadre réglementaire, je le rappelle pour que tout le monde soit à peu près à nouveau, quand on va attaquer les aspects un peu plus opérationnels et concrets. Donc, il a été confié à l'INCa dans la loi du 30 juin 2025. Son décret d'application a été publié au pied du sapin le 26 décembre. Il en fixe les modalités de fonctionnement de ce registre, avec 4 principaux objectifs. Recueillir au moins annuellement les cas de cancer sur le territoire, on l'a entendu à plusieurs reprises ce matin. Collecter, apparier, ça veut dire toutes les sources de données, on va toutes les mettre ensemble et retrouver le même patient. Et pseudonymiser ces données, parce qu'il y a évidemment un enjeu de secret autour de ces données et de protection de ces données important pour les patients.
et permettre à l'INCa évidemment de conduire ses missions et mettre à disposition ces jeux de données une fois appariés, puisqu'encore une fois, je le dis, c'est un objet de solidarité nationale, un objet qui doit nourrir l'écosystème face à cette maladie. Alors, quand même, pour bien clarifier à quoi va répondre ce registre, et finalement ce qu'il ne fera pas aussi, en miroir, c'est un peu ce qu'on peut en lire, il va évidemment répondre aux missions de l'Institut qui sont portées par cette stratégie décennale et par les plans cancer antérieurement, puisqu'il va s'appuyer sur une base existante à l'Institut qui est la plateforme de données en cancérologie. Il va également répondre à des questions de recherche, en termes de recherche épidémiologique, puisqu'il s'agit bien d'un outil épidémiologique de surcroît, avec un fort intérêt pour la recherche académique, également pour les industriels, et on l'a entendu, pour les objets d'intelligence artificielle qui doivent s'articuler sur ces données, même si ça ne résoudra pas tout. Enfin, évidemment... Excusez-moi, quand on parle de l'IA, de la place de l'IA, c'est l'IA qui va être utilisée pour traiter les données. On est analyser, absolument, sortir des résultats. Absolument. Évidemment, un enjeu également de santé publique, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin, je pense, de le redire, mais en tout cas, avec la production d'indicateurs épidémiologiques, études évidemment des trajectoires de soins, sur la qualité des soins, sur les disparités socio-territoriales. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit ce matin, je pense que vous avez compris l'objet et le fondamental de ce registre. Et enfin, une demande politique, bien sûr, avec un enjeu aussi qui est très fort à travailler en entrepôt fédéré, c'est-à-dire que cet objet n'a pas vocation à colliger l'ensemble de toutes les données, mais bien à s'articuler avec d'autres entrepôts qui existent déjà, et on pourra en parler, mais je pense par exemple aux données environnementales. Voilà, une fois que ça s'est dit, on voit à peu près le périmètre de fonctionnement. Alors, je vous l'ai dit, c'est quand même un objet construit sur une solidarité nationale et une comitologie partagée. Il y a un enjeu à comprendre que quand vous regardez le décret, alors ne lisez pas tous le décret, c'est assez complexe, mais dans l'absolu, quand on regarde un petit peu la liste des sources, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on a 8 grands types de sources qui vont remonter au moins annuellement, qui devraient remonter au moins annuellement dans ce registre. 4 qui sont produites par des producteurs dits uniques. On a un et un seul producteur, le premier étant l'assurance maladie, puisque c'est d'abord ces données-là qu'on va continuer à remonter à l'Institut, puisqu'on remonte depuis 2010 les données du système national des données de santé, autrement dit vos données de consommation de soins et de remboursement. Un travail aussi également à remonter les données des causes médicales de décès, et là c'est l'INSERM qui est embarqué avec nous pour remonter ces données. Un enjeu à remonter les bases de résumé de passage aux urgences. Alors ça, c'est les données qui sont produites quand vous passez aux urgences. Alors évidemment, vous vous doutez bien que quand on veut analyser le parcours de soins des personnes, savoir ce qui s'est passé en amont du cancer, est-ce qu'ils sont entrés dans le parcours de soins par un passage aux urgences ou pendant leur traitement, est-ce qu'ils vont être contraints de passer aux urgences à un moment donné ? Ces données sont essentielles pour alimenter les études sur le parcours de soins. Et ça, c'est une collaboration qui se construit avec Santé publique France. Et enfin, parce que le handicap est un enjeu des 5 ans à venir, vous avez compris pourquoi on a voulu pouvoir travailler avec la CNSA sur les données des maisons départementales des personnes handicapées pour aborder cette question de cancer et handicap. Enfin, vous voyez 4 producteurs multiples, et là l'enjeu technique et collaboratif est bien plus complexe, néanmoins on va y arriver. L'enjeu est de récupérer un certain nombre de jeux de données sur les dépistages des cancers, on en a parlé juste avant, et ça c'est avec les CRCDC qu'on travaille actuellement pour remonter ces données. Les données des registres locaux qui sont évidemment un fondamental et un gold standard pour la survie et l'efficacité de ce registre, et c'est des données qu'on a déjà à l'Institut, et on travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des registres locaux, et en particulier le réseau Francim, qui s'intègre dans les travaux pleinement. On a également les données, alors j'ai beaucoup d'acronymes sur cette diapo quand je la regarde finalement, pas clair pour tout le monde, à reprendre, je la reprendrai. Ça c'est un petit message pour Norbert. Voilà, mais en tout cas, les données des résumés des réunions de concertation pluriprofessionnelle et du programme personnalisé de soins, c'est ça, RCP et PPS, qui sont finalement les données de soins des personnes qui doivent aussi remonter à ce registre pour nourrir un certain nombre de questions, et évidemment la place de l'anatomopathologie de la génétique moléculaire. Voilà, donc ça c'est pour situer un petit peu de quoi on parle, quels sont les acteurs avec lesquels on va construire et intégrer les données de ce registre. Enfin, dernière diapo, et c'est en ça aussi qu'il y a une collaboration forte et un enjeu national, et c'est un outil de l'écosystème. Ce sera un outil pour une mise à disposition d'informations au plus grand nombre. On a un enjeu de transparence
sur ces données, un enjeu de communication sur ces données, avec évidemment une mise à disposition des données de l'entrepôt pour les projets de recherche aux équipes de recherche, comme on le fait déjà aujourd'hui avec la plateforme de données, puisqu'on a un peu plus de 30 projets avec des équipes de recherche qui sont conduits dessus. Une mise à disposition pour les missions de service public, évidemment, les acteurs de santé publique, mais également nos tutelles et les ministères qui pourraient en avoir besoin, et une mise à disposition d'informations agrégées, tous les mots sont importants, pour le grand public via des outils d'open data ou de data visualisation. Tout ça, évidemment, pour consolider le besoin d'une politique publique équitable, basée sur la science, et je pense qu'on en a grandement besoin en ce moment, et sur les résultats scientifiques. Voilà, j'en ai fini de mon intro et je vais laisser Paul creuser un peu le sujet pour rentrer un peu plus dans l'opérationnel peut-être. On vous applaudit d'abord. Merci. Est-ce que je peux inviter à prendre ce micro-là En plus de celui-là. En plus de celui-là. Ah voilà. Ça fait beaucoup de micros. C'est celui-là qu'on va utiliser finalement. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y avait Sarah Sonneron qui a utilisé le mot pionnier. La France est pionnière dans ce domaine du registre national des cancers. Alors, je ne dirais pas forcément. Alors, les pionnières, oui, dans la structuration de ce registre. En réalité, c'est là qu'elle est innovante. Puisqu'évidemment, on a beaucoup entendu antérieurement qu'il y avait d'autres pays qui avaient des registres nationaux, peut-être plus exhaustifs probablement que nous. Alors évidemment, quand on prend des petits pays, par exemple de la Finlande, vous savez, 10 millions de personnes, c'est plus petit que l'Île-de-France, globalement avec un système aussi de culture et de remontée de la donnée bien historique et bien plus construit que nous. Là, on arrive à faire de la remontée de données exhaustive, qualitative et chez NAB, ça c'est facile. Quand on attaque la France, avec aussi son système de santé un petit peu différent, etc., on a beaucoup de mal à voir comment on remonte les données. Et là où il est finalement innovant, ce registre, c'est qu'il va s'appuyer en fait finalement sur deux structures. La structure existante constituée par les données des registres locaux, qui évidemment, encore une fois, vont être un gold standard dans la mesure de qualité de ces données et d'exhaustivité de ces données, la classification des cas. Et surtout, il va pouvoir naître de remontées de données que nous n'avions pas ces 10 encore dernières années, de données qui sont collectées par un ensemble de producteurs, les établissements de santé. On voit bien que la donnée, elle a explosé dans son utilisation, dans sa capacité à remonter, à être stockée, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans, quand on a commencé à parler de registre national en France. Et c'est bien là-dessus qu'on va s'appuyer sur l'ensemble des sources de données existantes par ailleurs, et on va pouvoir s'appuyer sur la base des registres locaux pour ensuite produire des données et qualifier des cas sur l'ensemble du territoire. C'est en ça qu'il est innovant par rapport à ce qui existe ailleurs, ce registre. Et comme vous l'avez dit, ce registre, ça fait des décennies qu'on en parle. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit le bout du tunnel? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a 10 ans Alors, pas tout à fait au bout du tunnel, on est au début du marathon. Au bout du tunnel dans le sens où... Là, on engage un marathon, je pense. Au bout du tunnel dans le sens doucement, où la décision est prise. Claire, oui. Dans le sens où la décision est prise, le coup est parti, si je puis dire. Oui, il est parti, oui. Alors, ça, c'est certain. Non, donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le cas? Il y a quand même une forte demande des associations de patients déjà à porter cet outil, et il y a ce vrai besoin, et on remercie encore les associations de patients qui ont quand même grandement aidé en santé publique de manière générale, pas que pour le cancer, mais voilà. Et puis, il y a une forte demande politique aussi, et c'est surtout ce que je vous disais antérieurement, il y a une vraie capacité aujourd'hui à remonter de la donnée, à la stocker, à la traiter. Capacité technique. Technique, et puis également aussi, je dirais, de prise de conscience collective à un besoin finalement de structurer cette donnée, de la travailler ensemble, de travailler avec les cliniciens, avec les chercheurs, avec les producteurs pour mieux qualifier cette donnée, mieux la standardiser, mieux la rendre interopérable. Et c'est toutes ces questions qu'on amorce aujourd'hui qui vont nous permettre de remonter cette donnée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va aussi peut-être bénéficier, alors peut-être pas, mais en tout cas je pense, de l'espace européen des données de santé qui va fixer ce cadre aussi opérationnel de standardisation et d'interopérabilité qui va nous permettre... Pardon, oui. Voilà. Donc c'est tout ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu concrètement réfléchir cette stratégie appuyée sur deux piliers, les registres territoriaux et l'ensemble des autres sources de données existantes par ailleurs. Parce que l'espace européen des données de santé est capable d'indiquer quels sont les standards, les bonnes pratiques nationales à mettre en œuvre pour aboutir à ce que ça marche, quoi, finalement. Alors, en fait, je ne voudrais pas laisser penser qu'il n'y a rien au national.
Ce n'est pas vrai. On a quand même un certain nombre de structurations des documents, des données, etc., qui ont un référentiel, des référentiels nationaux. Mais évidemment, l'espace européen accélère ce besoin de normaliser, de standardiser et de mieux qualifier les données pour qu'elles remontent plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on va aussi bénéficier de cette accélération pour engager tous les acteurs dans ces démarches collectives. Alors, il y a un système aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des données de santé. Aujourd'hui, vous êtes capable de me dire le cancer du poumon, telle incidence, etc. Mais en fait, ce sont en réalité des estimations à partir de données réelles, mais partielles, c'est ça? Alors, c'est un peu ça l'idée. Ouais. En tout cas, au national. Aujourd'hui, les chiffres que vous voyez apparaître sont produits effectivement par des estimations statistiques, des projections statistiques qui sont faites sur les données des registres locaux. Donc, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, donc basé sur un quart, finalement un petit quart de la population, en tout cas pour l'adulte. Je rectifie tout de suite pour l'enfant, on couvre 100% des cas sur le pédiatrique. Ça, c'est important aussi. Et c'est heureux parce que c'est plus rare, et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. 3500 cas par an, je crois. Voilà, c'est ça, exactement. Donc dans l'absolu, voilà. Mais en tout cas, sur l'adulte, on s'appuie sur finalement 24% de couverture de la population et on projette des statistiques. Et c'est d'ailleurs parce que, entre guillemets, nous ne couvrons que 24% que les projections ne peuvent être que nationales. On ne peut pas descendre à des échelles infranationales et c'est un des enjeux pour travailler aux disparités territoriales, de pouvoir descendre. Et donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a ces données réelles concrètes sur 24% de la population. Mais derrière, il y a 150 personnes qui travaillent pour aller récupérer, aller chercher cette donnée. Vous m'avez dit, c'est de l'artisanat. Alors soyez pas dur comme ça. L'artisanat, c'est magnifique, hein. Mais voilà. C'est beau l'artisanat. Bah, c'est magnifique. Donc, dans l'absolu, effectivement, on est sur un système de recueil. Alors, il y a plein de sujets sur la création des registres locaux, sur leur montée en charge, sur la standardisation. Et ça s'est structuré autour du réseau Francim, qui fait le travail de structurer ces classifications, de qualifier les cas, et ainsi de suite. D'accord ? Mais effectivement, aujourd'hui, et c'est comme tout registre populationnel, finalement, ou comme une cohorte, quand vous regardez, pour aller chercher l'information, il faut aller chercher l'information de là où elle est, et on envoie des personnes dans les établissements, physiquement, dans les laboratoires, pour aller récupérer l'information, la noter, la colliger dans un même espace pour pouvoir la traiter. Vous vous doutez bien que tout ça, c'est long. Et puis, indépendamment, le traitement est long aussi. La classification des cas demande une expertise fine. Donc, il y a un décalage temporel. Exactement. Qui est de combien, finalement? Aujourd'hui, on a les données de... 2022, qui sont en train d'être consolidées. Voilà, donc là, on a 4 ans de décalage. Oui. Et donc, il y a eu une histoire de coût aussi, parce que finalement, on pourrait se dire, on sait le faire sur 25% de la population. Si on multiplie par 4 les coûts, on arrive à avoir toute la donnée nationale. Alors, ou pas. Ou pas. En fait, il y a une question de coût, mais il y a surtout une question d'humain. En réalité, c'est d'abord un exercice humain qui nécessite des bras. Vous l'avez dit, si vous multipliez par 4, on va passer de 150 à 600 personnes. C'est déjà ça qu'il faut pouvoir piloter. Pas simple. Évidemment, il y a un enjeu de coût derrière, puisque tout ça... un coût à multiplier par 4. On avait estimé à l'Institut qu'on était autour de 60 millions d'euros par an si on reproduisait... Donc ce serait plutôt une multiplication par 6, c'est-à-dire qu'on... Alors, vous allez me dire 10 millions, effectivement, si je le multiplie par 4, je ne suis pas à 60. Dans l'absolu, il faut aussi compter les frais SI, la structuration système d'information, etc., qui a un coût monstrueux de stockage et de traitement de la donnée. Donc finalement, on va arriver avec une augmentation de budget qui n'est pas considérable à couvrir à obtenir l'ensemble des données. Enfin, qui n'a rien à voir avec les 60 millions, c'est ça que je veux dire. Je finis juste quand même sur un point important. Il faut comprendre aussi que quand on crée un registre, le temps de remonter la donnée, d'avoir une donnée utile, qualifiée, exploitable, c'est 7 ans. D'accord ? Quand on monte un registre local tel qu'il existe aujourd'hui. Donc le reproduire sur l'ensemble des territoires, il y a aussi un enjeu de temporalité et presque d'urgence à répondre à cette demande. D'accord. Donc la donnée existe dans les établissements, elle existe dans le système, etc. L'idée, c'est de rendre obligatoire finalement le fait d'envoyer cette donnée. Jusqu'à quel point est-ce que cette obligation est effectivement suivie des faits aujourd'hui? Jusqu'à quel point est-ce que les établissements, les organismes sont prêts à jouer le jeu finalement?
Alors, le décret vient de tomber, hein. Donc il est tombé au mois de décembre, ça fait un petit mois. Effectivement, quand vous lisez le décret, on est sur un caractère d'envoi obligatoire et au moins annuel, hein, pour l'ensemble des 8 sources que j'ai citées en préambule. Évidemment, il faut fixer maintenant les modalités opérationnelles. Ce n'est pas le tout de dire à un opérateur, vous m'envoyez les données. La vraie question qui se pose, c'est comment je fais pour envoyer ces données. Donc, on travaille aujourd'hui avec nos tutelles et avec surtout les équipes à l'Institut et les producteurs à la rédaction d'un mode opératoire qu'on aimerait publier sous forme d'arrêté pour fixer le cahier des charges en fonction du type de données et de source de données, des modalités d'envoi. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, opérationnelle, technique des choses. Évidemment, je l'ai dit en préambule et c'est fondamental, cet outil, il n'existera et il ne pourra fonctionner que s'il y a une solidarité nationale à remonter l'ensemble des données. Ça veut dire qu'il va falloir que tous les acteurs, et je le dis très franchement, jouent le jeu du transfert de ces données. Sans les données, de toute façon, nous n'y arriverons pas. Voilà. Et ça ne va pas de soi? Non, ça ne va pas de soi. D'accord. Ça va pas de soi. Donc il y a des difficultés techniques qui consistent à j'ai de la donnée, il faut que je la structure, que je la formate pour vous l'envoyer dans les bons standards finalement aussi. Il y a cette difficulté-là de traitement de la donnée avant de vous la faire parvenir. Alors oui. Alors, il y a la difficulté de traitement. Il y a la question de la qualité de la donnée aussi. C'est ça. En fait, il y a l'amont et l'aval. L'amont, c'est effectivement se dire, je suis producteur de données, j'ai un cadre de formatage et de structuration de ma donnée qui permet un envoi facilité. Alors ça, c'est le monde des bisounours. Ce serait super. Dans la vraie vie, ce n'est pas du tout le cas. On a un certain nombre de données qui s'appuient sur des standards d'interopérabilité et des formats qui sont construits. Je pense par exemple au compte-rendu de biologie, qui lui a un format existant, implémenté dans les éditeurs de logiciels. Et ça aussi, c'est un enjeu pour pouvoir envoyer cette donnée structurée. Donc là, pour ça, c'est OK. Si on prend l'anatomopathologie, ce n'est pas du tout le cas. D'accord ? Aujourd'hui, on va s'appuyer sur 126 types de comptes rendus différents pour essayer de faire remonter une donnée dans un format qui va être du texte avec du PDF, du document TXT, ce qu'on veut. Donc dans l'absolu, tout ça est très hétérogène et pas complètement encore construit. Et ça fait partie, c'est un des axes de travail de ce registre, déjà, travailler sur ces standards d'interopérabilité. Il y a beaucoup de travail déjà dans l'ANAPAT. Et ça, c'est l'amont. C'est l'amont. Et après, vous avez l'aval, c'est-à-dire que quand la donnée arrive, évidemment, encore une fois, la donnée n'est pas toujours qualitative. D'accord ? C'est quoi une donnée qui n'est pas qualitative, par exemple ? Ça va être des données manquantes. Oui. Je vous envoie un champ et puis d'un coup, il est plus rempli, je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Si j'ai 80% de données manquantes sur l'histologie, je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas la mettre à disposition des équipes de recherche. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Ça va être la mauvaise modalité remplie. Ça va être le besoin de mettre des contrôles de cohérence. Ça peut être idiot. Ça peut être une lettre dans un nom qui a été inversé. D'accord ? Simplement, ce genre de choses qui fait qu'il y a un énorme travail de nettoyage et ce qu'on appelle de data management derrière, quand elle arrive, qui là aussi prend du temps. C'est des choses qui se font par des experts, qui se travaillent avec les producteurs de données et qui nécessitent un gros travail derrière. Voilà. Quel est le financement de cette action ? C'est une question qui vous est posée. Quel budget est prévu pour financer ce registre national ? Alors... avec les choses intéressantes. Alors, l'estimation qui avait été faite. Rappelez, je vous l'ai dit, 2 piliers. Le registre national, ce sont les subventions des registres territoriaux aujourd'hui. Il faut compter 10 millions de subventions annuelles pour ces registres territoriaux pour leur fonctionnement. D'accord ? Et l'estimation qui avait été faite pour conduire ensuite la suite appuyée sur la plateforme de données en cancérologie et colliger l'ensemble était de 6 millions supplémentaires par an. D'accord ? Donc on arrivait à 16 millions par an, estimé à peu près de fonctionnement de ce registre. Aujourd'hui, moi je crois que l'INCa porte en fonds propres la plateforme depuis des années, avec une aide à un moment donné de BPI France et de la filière intelligence artificielle et cancer pour construire cette plateforme. Mais néanmoins aujourd'hui, on n'a pas de budget supplémentaire, outre la MIG et le financement en partie de Santé publique France qui ont été regroupés à l'INCa, mais qui contribuent aux 10 millions finalement que je viens de vous annoncer pour les registres territoriaux. Donc aujourd'hui, l'INCa, il va en fonds propres sur la construction et la mise en œuvre de ce registre. C'est pas simple. Vous connaissez la configuration actuelle, je pense. Mais il y a effectivement un enjeu de moyens et plus que l'enjeu, je dirais même financier, il y a un enjeu de personnes. Encore une fois, vous avez compris que si on veut produire une donnée de qualité qualifiée avec une expertise, il faut des gens. Voilà. Et alors, l'idée n'est pas de passer à 250 à 600, c'est pas l'enjeu.
Mais peut-être de se dire qu'on renforce l'Institut et le collectif pour construire cet outil. Il y a des questions qui vous sont posées autour de la CNIL. Comment la CNIL voit comment est-ce que vous interfacez avec la CNIL? Est-ce qu'elle a le sourire? Très bien. Alors, mais on les a vus hier, revus hier. Évidemment, la plateforme de données qui s'est construite donc en 2010 à l'INCa a été déjà un préambule d'interaction avec la CNIL très, très, très fréquent. Évidemment, on ne construit pas ce genre d'objet sans travailler avec les acteurs au début les plus autoritaires. En tout cas, voilà, c'est évidemment comme ça. Et là, pour construire ce registre, il a fallu qu'on travaille avec nos tutelles, avec la DGS qui a porté le décret de ce registre, en s'articulant avec les contraintes. Pour vous donner un exemple très concret, le registre, il a une finalité de recherche. D'accord ? Et comme tous les entrepôts de données de santé, à visée de recherche, vous devez et vous ne pouvez collecter que de la donnée pseudonymisée. Principe d'un entrepôt de recherche. C'est pas anonymisé. C'est pseudonymisé. Vous mettez un pseudo avec des données qu'on appelle indirectement identifiantes, votre mois, année de naissance, votre date de soins, votre commune de résidence, voilà. Mais on n'a pas nom, prénom, numéro, etc. Ça, c'est le principe de l'entrepôt de données de recherche. Vous avez compris que le premier enjeu pour ce registre, c'est bien de compter les cas. Il va falloir qu'on compte les cas sur le territoire à partir de sources multiples, de plein de données qui vont m'arriver pour une même personne. Et donc l'enjeu est bien de se dire, à un moment donné, si je ne peux pas retrouver mes petits avec des vraies données identifiantes, je ne vais pas m'en sortir. On va faire très simple, c'est pragmatique. Et donc il a fallu discuter avec la CNIL, de se dire, l'INCa n'est pas une structure de soins, mais il serait quand même de bon ton qu'elle puisse accéder aux données identifiantes. Alors évidemment, dans un espace très sécurisé qui ne sera pas mis à disposition. C'est vraiment un endroit sanctuarisé dans l'entrepôt pour au moins se dire que 2, 3, 4 documents d'une même personne qui arrivent, on ne compte qu'une seule fois la personne puisqu'on sait que c'est bien monsieur X, né le temps, qui a fait entrer cette donnée. D'accord ? Donc on a eu ce gros travail de réflexion avec la CNIL qui nous a beaucoup aidé à apporter ce sujet au Conseil d'État, qui nous a autorisé à garder ces données 2 ans au moins pour ces enjeux d'identification des cas. Voilà. Donc, pour vous dire que l'articulation, elle est ténue, elle est fréquente. On a encore plein de sujets à traiter avec eux au décours de la publication du décret, et nous y sommes. Nous y sommes. On vous demande comment seront gérés les recueils d'autorisation des patients. Est-ce que ça signifie un temps supplémentaire humain sur le terrain ? Droit d'information et le consentement. Alors, il s'avère que, quand vous lisez le décret et la loi d'ailleurs, le registre est un objet avec une mission de santé publique. Et donc, par conséquent, il y a une dérogation pour la remontée de cette donnée au consentement et à l'information individuelle. Alors, ça ne veut pas dire que le producteur initial ne doit pas informer le patient que ces données vont remonter au registre national des cancers. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas de consentement, finalement, qui va être remonté. Voilà. Et on n'a pas, nous, au titre de l'INCa, d'informations individuelles. Néanmoins, on va s'appuyer, et c'est ce qu'on fait déjà, finalement, puisqu'on s'appuie également sur les registres locaux, par exemple, pour informer les patients. On s'appuie aussi sur les fédérations hospitalières pour nous aider à essayer de passer les messages aux patients quand ils sont hospitalisés, vos données peuvent être utilisées dans le cadre de la recherche dans le registre national des cancers. Alors, on a pas mal de questions autour de l'accès et de la réutilisation des données par différents publics, alors les patients, les médecins, les organismes de santé libérale, les chercheurs. Comment est-ce que moi, chercheur, moi, médecin, est-ce que je peux avoir accès à ces données ? Je peux faire mes propres recherches. Comment est-ce que ça marche ? Alors ça se passe bien. Ça, c'est le premier point. Il y aura trois, ce que je vous ai mis sur ma dernière diapo tout à l'heure, mais peut-être l'expliciter un peu plus. Encore une fois, l'enjeu du registre est de mettre à disposition un certain nombre de jeux de données qualifiés, donc de qualité, aux équipes de recherche. Donc évidemment, comme c'est le cas sur la plateforme de données en cancérologie, on passe par les mêmes voies réglementaires d'accès à ces données quand on est une équipe de recherche ou des équipes de cliniciens qui veulent faire de la recherche et qui sont autorisés. Donc il y a la voie classique de tout entrepôt de données de santé de recherche, typiquement un passage au comité scientifique et éthique de l'INCa, un passage au CSRS, puis un passage à la CNIL. Et une fois que les autorisations sont OK, l'INCa met à disposition les jeux de données utiles, et là tous les mots sont importants également, puisque ce n'est pas un accès à l'ensemble des données de du registre, puisqu'il n'y a pas
un entrepôt avec l'ensemble de toutes les données. Donc c'est l'INCa qui met à disposition les jeux de données sur des espaces sécurisés. Alors vous allez vous dire, oh là là, mon Dieu, encore tant de réglementaires, on va prendre 5 ans pour accéder à une donnée. La réponse, c'est non. En moyenne, aujourd'hui, à partir du moment où la demande est déposée à l'INCa, en 6 mois, toutes les procédures, quand évidemment on est OK sur le scientifique et sur les aspects éthiques des protocoles, en 6 mois, les données sont mises à disposition des équipes de recherche. D'accord ? Donc ça, c'est pour les équipes de recherche. Évidemment, on est sur des données individuelles, même pseudonymisées, mais individuelles. Pour les institutions publiques, il y a un point spécifique dans le décret. Et là, on va avoir besoin d'échanger sur des expressions de besoin. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, on n'a pas un gros entrepôt où tout est colligé de manière un peu disparate. Il va falloir qu'on spécifie les besoins et qu'on se dise, voilà, si demain le registre produit les indicateurs épidémiologiques, comment on les produit, à quel rythme, pour quelle demande. Si on a besoin de travailler sur les délais de prise en charge, on sait que c'est un enjeu, on en a parlé juste à la table ronde avant, et bien se dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut étudier comme délai de prise en charge, le délai entre mammo-chirurgie, mammo-chimio, je ne sais pas, et donc définir tous ces besoins, le rythme avec nos institutions pour leur produire les données agrégées régulièrement. Alors sachant aussi que quelque part, on est sur une maladie chronique, c'est-à-dire que l'objectif non plus n'est pas de reproduire ces mesures d'incidence ou de tous les 6 mois ou tous les ans, ça n'a pas de sens dans le cancer, mais il y a peut-être des choses qu'il faudra suivre de manière plus régulière, et ça, c'est un travail qui est en cours aussi pour définir ces besoins. Enfin, pour le grand public, parce que je l'ai dit, il y a un enjeu de transparence, et de mise à disposition d'un certain nombre d'informations. On est en cours de développement d'un portail du registre national qui mettra à disposition un open data et un outil de data visualisation qui permettra au plus grand nombre d'accéder à un certain nombre d'indicateurs, que ce soit indicateurs épidémiaux ou de parcours de soins. Voilà. On a aussi une question sur la question cancer et environnement. Imaginons, parce qu'on va faire de l'épidémiologie, ça peut être, c'est l'un des axes, donc effectivement on compte les cancers, mais imaginons qu'on ait une émergence autour d'un site industriel par exemple, est-ce qu'on est capable effectivement d'identifier cela, ce genre de choses? Alors, finalement, on parle des cas d'environnement en général, je ne sais pas. Il y a 2 questions dans votre question. La première question, c'est déjà comment on va travailler sur cancer et environnement. Et ça, c'est le premier point, de manière plus générale que les seuls cas groupés que vous décrivez dans un deuxième temps. Donc le premier temps, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est on a des données environnementales qui existent, et typiquement l'ANSES, c'est le bon acteur pour avoir un certain nombre de jeux de données sur les données environnementales et les données d'ailleurs liées au travail, d'exposition professionnelle. On est actuellement en train d'intégrer une feuille de route. Vous avez accès à quoi, par exemple, concrètement? J'arrive. Très bien, très bien. On va avoir des données sur la qualité des eaux territoriales de manière assez fine. Alors, on reste sur de la donnée dite écologique. Ça veut dire qu'on n'a pas de données individuelles. Je ne peux pas dire Monsieur X, il a tant de pesticides dans le sang. Ça, c'est illusoire de penser ça. C'est pas l'objet. On reste sur des données territoriales d'exposition à petite échelle. Et c'est comme ça qu'on travaille, ce qu'on appelle les données écologiques attachées aux données individuelles pour essayer de trouver des liens de causalité. Alors, il est illusoire tout de suite de penser qu'on va faire par pesticide ou par exposition un lien de causalité ferme. C'est pas possible dans la mesure où ça va dépendre de votre durée d'exposition, de votre sensibilité individuelle, de plein de choses qu'on ne mesure pas aujourd'hui, qu'on n'est pas capable de mesurer concrètement. Néanmoins, ça permet quand même de lancer un certain nombre d'études sur j'ai quand même une exposition, il y a des arguments qui pourraient faire pencher la balance et orienter derrière les projets de recherche qu'on peut financer sur ces sujets. D'accord ? Donc le premier enjeu, ça va être de faire travailler ces jeux de données ensemble, les données individuelles des personnes avec les données regroupées par l'ANSES dans ces entrepôts, et de trouver des projets communs, des projets surtout d'intérêt scientifique que pose aujourd'hui l'état de l'art. Donc, voilà. Donc vous dire qu'on a intégré le GD4H, qui est un consortium d'agences et d'institutions autour de ces données, de ces questions de santé-environnement, dont fait partie le cancer bien sûr, et qu'on est en train de poser une feuille de route de travail avec l'ANSES sur ces sujets. Voilà. Et on vous fait remarquer aussi vous le savez bien sûr, qu'il y a une plateforme de données de santé en France, de Health Data Hub. Comment est-ce que vous dites vachement bien. N'est-ce pas, vous avez vu ça? Je me suis entraîné. Je ne vais pas le répéter. Comment est-ce que, est-ce que vos données ces données vont se retrouver sur ce RDH?
Il y a déjà, on va pouvoir reparler du coup de l'espace européen des données de santé, puisque finalement cet espace va aussi demander au national de structurer son fonctionnement sur l'accès aux données pour essayer les projets européens. Et donc, dans cette structuration, le rôle du HDH, je me permettrai de rester sur HDH, va changer et il aura vocation à colliger les métadonnées des différents producteurs. Alors, une métadonnée, c'est quoi? C'est pas la donnée, c'est la caractéristique de cette donnée. Si je vous donne un exemple, c'est de dire, ben voilà, l'INCa, elle a un registre national des cancers, et l'Institut, dans ce registre, a les données du système national de données de santé, de la CNAM, avec la date de naissance des personnes, ses dates de soins, son diagnostic principal d'hospitalisation. Elle a les données des registres territoriaux, avec dedans le stade, la qualification histologique des cas, etc. Mais elle ne met pas la donnée à disposition. On met ce catalogue d'informations sur les données à disposition du HDH pour qu'il puisse ouvrir ce catalogue aux chercheurs ou aux demandeurs. Et c'est une fois que le demandeur passe par le HDH pour accéder à ces données qu'il contacte le producteur initial, donc nous. Donc ça, c'est des travaux qu'on a déjà aussi réfléchi avec le HDH sur comment on produit ce catalogue de métadonnées qui va être aussi produit dans un standard européen. C'est pas par hasard non plus, il faut que tout le monde ait le même format pour pouvoir échanger ces catalogues. Et puis par ailleurs, c'est aussi peut-être une réflexion qu'il faut avoir dans le schéma directeur des systèmes d'information en santé. Il y a quand même globalement un vrai enjeu à ne pas multiplier les entrepôts de données de santé, à se demander comment, d'un point de vue rationalisation financière, structurelle, on arrive à mutualiser un certain nombre de choses, les serveurs, la façon de gérer les flux de données, de gérer un certain nombre d'automatisations. Et ça doit être réfléchi à l'échelle nationale. Je sais que c'est en cours, cette réflexion. Et nous, on travaille avec le HDH pour se dire, est-ce que demain, l'INCa n'a pas plutôt intérêt à mutualiser avec le HDH ces aspects infrastructure, gestion, parce que l'INCa n'est pas forcément un infogérant, faut quand même revenir là-dessus, c'est important, et ça fait partie des coûts additionnels, et garder l'administration de la donnée, l'expertise qu'a l'Institut sur ces données pour les produire aux chercheurs. Une dernière question peut-être sur l'IA. Ce sont deux lettres qu'on a utilisées tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez... On a parlé d'analyse, de traitement des données. Ça se fait déjà sans problème, c'est expérimental. Alors, comment est-ce que vous allez l'intégrer? L'IA, c'est un vaste sujet. C'est un gros mot pour parler plein de choses. L'IA en cancérologie, c'est aussi un vaste domaine très hétérogène. Là, je vais en parler que sur l'aspect données, traitement de la donnée. On ne parlera pas de l'IA dans la lecture des mammos, etc. Ce n'est pas l'enjeu ici. L'IA, finalement, elle va s'appliquer de plusieurs façons sur les données du registre. La première, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir des comptes rendus avec du texte libre qui vont arriver, de la donnée non structurée. Il va bien falloir pouvoir lire ce texte et extraire l'information pertinente pour la mettre à disposition. Alors évidemment, si on commence à faire ça à la main, avec 650 000 à peu près comptes rendus de RCP par an, on n'est pas rendu. D'accord, sans moyens humains supplémentaires, de toute façon, ça ne va pas être simple. Voilà. Donc, évidemment, on va utiliser ce qu'on appelle des outils de traitement automatisé du langage, ou NLP, alors je ne le dirai pas en anglais, mais globalement, c'est un peu ça l'idée, pour extraire ces données textuelles. C'est à partir d'un texte, on utilise des outils d'IA dits TAL qui permettent d'extraire la donnée pertinente. Ça, c'est le premier objet. Le deuxième, c'est évidemment de se dire, pourquoi pas faire comme certains pays européens, qui utilisent des données synthétiques, autrement dit, des données qui reproduisent la distribution d'une population statistique, d'accord, et qui anonymisent totalement ces données et qui permettent un accès facilité plus rapide aux acteurs extérieurs pour développer leur traitement, leurs algos, et les reproposer après sur les données de vie réelle. Ça peut être ces enjeux-là pour lesquels l'intelligence artificielle va être utile. Alors, vous savez que les progrès, on l'a vu, sont absolument considérables dans le domaine des traitements depuis des décennies. Et le temps est peut-être venu de porter l'effort sur des questions de parcours de santé augmenté. Ce sera la première table ronde cet après-midi. Et on en aura une deuxième sur des questions de recherche, où évidemment, on reparlera d'IA. Donc ça, ce sera à 14h15. Après le déjeuner. Et puis concernant ce registre, voilà, c'est une magnifique ambition. C'était très attendu. On voit que
le début du chemin, on est au début du chemin, là, et ça y est, le coup est parti, comme on dit. Une grande interrogation, c'est toute cette question de la standardisation des données, de leur qualité, de leur traitement, de leur stockage. Et puis surtout, il faut que les partenaires jouent le jeu, là, hein, et que vous receviez la donnée. Il y a un mot que vous avez utilisé, c'est que vous avez fait appel à la solidarité. Merci beaucoup, Claire Morgan, d'avoir été avec nous.